cette table ronde, j'avais dit de manière un peu humoristique, chacun dans son rôle, chacun dans sa compétence et chacun à sa place, et l'éthique sera bien gardée. Donc je pense que c'est exactement le thème. Et afin de passer donc à une autre compétence et à un regard qui finalement est celui qui doit nous inciter et qui nous a incité à concevoir cette chaire, c'est le regard de la société civile. Et donc Laurent Chicoineau qui va nous apporter sa vision et retranscrire ce qu'il sait de la vision de tout un chacun dans notre société aujourd'hui. Merci pour cette invitation. Alors voilà, je crois que je ne suis pas représentant des citoyens, on est tous citoyens ici, hein, à part égale, je ne suis pas élu, donc je ne représente personne. Donc c'est pas pour me défiler que je dis ça, mais je pense que c'est important au moment où on parle d'éthique justement, de bien aussi savoir d'où on parle, à quelle place on est les uns et les autres. Moi ce dont je peux témoigner et discuter, partager avec vous, c'est à partir de l'expérience qu'on développe donc à la Casemate depuis un certain nombre d'années autour de la socialisation, la vulgarisation scientifique et la socialisation des innovations, si on peut dire ça comme ça, avec la population de l'agglomération grenobloise et au-delà. C'est donc à partir de cette expérience que, voilà, à la question de Véronique, j'ai quelques propositions à faire comme ça, à livrer à la réflexion commune. La première, c'est que dans la question, je me souviens, la question que tu avais posée, c'était comment va-t-on faire de la vie avec les robots? Et en fait, comment va-t-on faire, c'est du futur, alors que la vie avec les robots, quand on s'intéresse au sujet sous l'angle, on va dire, culturel et donc dans l'imaginaire, dans les représentations, la vie avec les robots, ça fait belle lurette, si vous me passez l'expression. Ça fait très longtemps qu'on vit avec des robots, depuis, tu as rappelé même, hein, jusqu'à l'Antiquité, où il y avait déjà des organisations, des scénographies, on va dire, de vie artificielle et d'interaction entre la vie artificielle et la vie humaine, et aussi la vie biologique. Et donc, en fait, on ne peut pas imaginer, enfin, il me semble, alors, je crois qu'on est sur une table ronde sur l'éthique, alors on va arrêter les yaka faucons, on peut pas, on peut. Je retire tout de suite ce vocabulaire. Simplement, l'idée, c'est qu'il faut prendre en considération qu'on a tous un imaginaire du robot, et qui est un imaginaire très ancien, qui est très façonné, enfin qui est façonné au fil des ans, notamment par toutes les industries culturelles, et là vous voyez bien à quoi je fais référence, hein, tous les films qui sortent avec les robots, mais c'est pas juste récemment. Quand on renvoie à l'histoire du cinéma et quand on voit au théâtre, le mot même de robot vient en fait du spectacle vivant, hein, puisque vous savez que c'est un terme qui a été inventé au début des années 20 par un auteur dramatique d'Europe centrale, hein, un tchèque, pas un film, mais une pièce de théâtre qui s'appelait Rur, hein, les robots de Rossum. Donc on est complètement baigné par cet imaginaire. Et comme on est aussi ici au labo d'informatique, on pense par exemple à cyberespace, qui est aussi un terme façonné par un écrivain de science-fiction. Donc je rassure Valérie, elle disait bah, c'est fini la science-fiction. Non, je crois qu'on est complètement dedans. Et donc ça c'est vraiment la première chose importante. Nous on constate hein, très concrètement avec le public qui n'est pas scientifique, c'est que si on veut échanger avec ce public, si on veut qu'il s'approprie ces nouveaux concepts, et puis si on veut aussi comprendre pourquoi il peut être inquiet ou en attente d'innovation, ou de changement technique, ou pas de changement technique, il faut prendre en considération ce background culturel qui est en fait notre civilisation, hein, je dirais, notre être collectif profond. Hein, c'est-à-dire que c'est pas simplement une innovation et quelque chose de complètement nouveau, ça vient s'inscrire dans quelque chose qui est très ancien et qui est très façonné. Juste pour poursuivre aussi l'anecdote sur le pauvre robot de Boston Dynamics, c'est vrai qu'il y a beaucoup de hoax, enfin de buzz qui circulent sur Internet. Le dernier, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça s'inscrit aussi dans cette idée, c'est que c'est un vrai scénario de SF. C'est qu'en fait, il va y avoir une mémoire des intelligences artificielles du gars qui a poussé le robot méchamment. Et qu'en fait, les humains qui vont travailler justement pour tester les robots, donc vous tous ici, vous allez être blacklistés par les futurs robots et les intelligences artificielles du futur, parce que grâce à Internet notamment, les robots du futur vont regarder YouTube, les archives, et ils vont voir la tête de la personne. Et donc même si c'est dans 50 ans, ils verront par analyse les descendants, ils les retrouveront. Et ça c'est voilà, c'est purement un scénario de SF. Évidemment, c'est pas un scénario scientifique. Bon,
je laisse la porte ouverte à plein de choses, parce qu'en même temps, là-dedans, il y a plein de pistes de recherche qui sont actuellement des pistes sur les reconnaissances faciales, l'évolution des personnes dans le temps. Quand quelqu'un a disparu il y a 20 ans, on reconstitue aujourd'hui le visage qu'elle pourrait avoir ou il pourrait avoir, etc. Donc vous voyez que là, c'est toujours encore science-fiction, on est à la croisée des chemins, mais ce buzz, enfin ce hoax, ce virus de la pensée, a fait un tour très très important du net. Il y a des vidéos là-dessus, il y a des gens qui y croient, évidemment, comme dans beaucoup de rumeurs du web. Donc ça, c'est pour le côté science-fictionnesque et le rapport à la culture. Et le dernier élément que je peux apporter à la réflexion commune, c'est par rapport aux questions d'éthique. Alors plus directement, quand on s'intéresse à ces questions, ces problématiques d'éthique, ça a été dit tout à l'heure que l'éthique ne devait pas empêcher la recherche, ou d'une certaine manière qu'elle ne devait pas être restrictive, ou qu'elle devait permettre l'évolution de la recherche. Nous, ce qu'on constate quand on organise des forums publics, des rencontres, des rencontres entre des chercheurs, des habitants, des citoyens, des militants, etc., c'est que, en fait, tant qu'on est dans la discussion comme ça, assis autour de la table ronde, on a souvent tendance à aborder l'éthique d'une manière manichéenne, ou on va dire les pour et les contre. Est-ce qu'on est pour ou contre les technologies, les nanotechnologies, les OGM, les robots? Enfin voilà, on raisonne par grandes catégories parce qu'on se dit c'est le temps de la réflexion, donc allons-y, on sort toutes les grandes catégories, les grands poncifs, tous les préjugés, etc. Et dès qu'on regarde ces mêmes personnes se comporter dans la réalité avec la technologie et avec ce avec quoi on est au quotidien en train de dealer, que ce soit les problèmes médicaux, les problèmes de rapport à l'information, à la technologie, en fait c'est jamais tout ou rien, c'est jamais blanc ou noir, c'est que des zones de gris. Et donc, ça me paraît important d'avoir ça en tête aussi, que les problématiques éthiques n'ont pas à définir ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, n'ont pas à donner des normes en fonction des normes qui seraient en tous les cas figées, et d'avoir une approche fixiste un petit peu de la pensée, de qu'est-ce qui est bon de développer ou qu'est-ce qui n'est pas bon de développer, mais bien d'être dans cette interaction en permanente et se construire en permanent dans un aller-retour entre la réflexion et l'action, avec une dimension peut-être plus réflexive, c'est-à-dire que chaque chercheur se voit en train de faire aussi, et donc s'interroge en permanence à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective et du labo, et j'oublie pas où on est, et il me semble aussi qu'un des grands sujets de l'éthique de la recherche aujourd'hui, c'est pas simplement l'éthique individuelle, mais c'est aussi l'éthique, je dirais, collective, ou l'éthique du laboratoire, l'éthique de l'université, de l'école d'ingénieurs, du centre de recherche. Donc ça, cette approche de l'éthique, en tous les cas, me semble plus fructueuse et propice à faire bouger les choses, et notamment la recherche, qu'une approche trop dogmatique de dire le bien et le pas bien. Et je termine juste avec une question que j'ai pour vous, notamment les chercheurs, parce que Valérie a dit effectivement, donc je suis membre de la CERNA, mais vraiment totalement incompétent. La CERNA, c'est juste le comité de réflexion sur l'éthique de la recherche des sciences et technologies du numérique de l'Alliance Alistène. Donc moi, je me régale dans les réunions, parce que j'apprends beaucoup de choses, et c'est toujours pareil, il faut qu'il y ait un naïf dans une salle, donc c'est moi, à la CERNA. Juste, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a des chercheurs, peut-être vous ici, et à Paris, sont en train de travailler sur comment formaliser un comportement éthique dans les robots. Et il y a toute une piste de recherche sur l'éthique embarquée. Alors je ne sais pas si ça vous parle très directement ici, mais par exemple, ce robot, et ça rejoint la fiction avec les 3 lois de la robotique qu'Asimov avait contribué à populariser, avec l'idée qu'un robot ne doit pas faire du mal à un humain. Donc là, c'est ce qu'on voit, parce que l'autre, il l'agresse. Si on agresse comme ça un humain, bon, bah, on prend une claque. Enfin, en tous les cas, on peut s'attendre à une réaction. Là, le robot ne réagit pas. Donc, est-ce que c'est un comportement éthique du robot? Est-ce que c'est social de réagir? Bah oui. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il n'est pas dans le robot n'est peut-être pas dans le social, donc je ne vais pas faire les réponses à les questions. Je pose juste la question. Voilà. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça a un sens de dire qu'on va formaliser l'éthique pour l'engrammer ou le programmer dans des robots?